il y a le cas de l'Italie. Je ne parierais pas ma chemise sur le fait que l'Italie reste durablement dans l'euro. Les Italiens veulent rester pourtant. Hein. Oui, mais ils le payent avec une croissance zéro depuis 20 ans. Le bilan de l'Union monétaire pour l'Italie est dramatique. C'est-à-dire qu'en gros, les détenteurs d'épargne, peu ou prou les plus de 50 ans, ont acquis la sécurité pour leur capital au détriment de la génération qui arrive sur le marché du travail qui ne travaille pas. J'exagère, parce qu'au nord de l'Italie, ça marche assez bien. En réalité, il y a deux Italies. Hein. Tout ce qui est en dessous de Florence et en dessous de Rome plus encore, dégringole à grande vitesse par rapport à il y a 15 ou 20 ans. La moitié sud de la botte est vraiment dans un état économique catastrophique. Mais bon, après tout, il est possible que certains pays veuillent se suicider, hein, et on ne peut pas les empêcher de le faire. Et pour autant, en sortant de l'euro ? Non, en y restant. En y restant. Donc l'Italie se suicide si elle reste dans l'euro. Enfin, en même temps, le coût de sortie aujourd'hui est tellement élevé que ça devient très compliqué. Mais pour autant, il est évident que ces pays ont eu des modèles de régulation qui n'étaient pas adaptés à une monnaie forte comme celle-là. Et que, autant c'est une monnaie qui convient très bien à l'Europe du Nord, pour la France c'est un peu ambigu. Ça convient bien à certains secteurs, à certaines régions, beaucoup moins à d'autres. Au total, le bilan économique français n'est pas si brillant. Vous allez me dire, et vous aurez raison, qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'euro, mais aussi sur les politiques économiques. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on a adopté l'euro sans lire le mode d'emploi sur la boîte. Donc on a continué à faire un peu comme avant. Et au total, nous subissons des coûts qui sont assez élevés. Donc ça passe quoi? Par une réduction drastique de la dépense publique? Moi, je pense que, pour le coup, la facture, elle est déjà là. C'est-à-dire que vous avez des zones entières qui sont non compétitives. La croissance en Europe se concentre de plus en plus dans les zones compétitives. Et c'est exactement ce que produit une monnaie unique. Dans un espace sans frontières, sans friction de change, où le capital peut se déplacer comme bon lui semble, il est évidemment attiré là où c'est le plus compétitif, là où les ressources sont les plus qualifiées. Un mot de vous, François Langlais, pour savoir d'où vous parlez. Comme on dit, est-ce que vous considérez vous comme un libéral en économie? Ou est-ce que vous hésitez? Non, je pense que je le suis. Alors, probablement pas sur tous les sujets, c'est-à-dire je devrais l'être certainement sur le marché du travail. En revanche, en matière d'échanges internationaux, je tiens plutôt à ce que les protections soient là et bien là. Donc, je n'ai pas une approche, je dirais, dogmatique ou idéologique. Il me semble que tout dépend un peu des sujets, qu'il faut l'être quand on a intérêt à l'être. C'est là qu'est la clé. En clair, le protectionnisme, c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot, pourvu qu'il soit justement pensé de façon intelligente, peut-être d'ailleurs en concertation avec nos partenaires européens, mais en tout cas, il y a des dissymétries importantes. La Chine, par exemple, ne joue pas le jeu des échanges mondiaux. Et donc, elle commerce de façon déloyale. Et il y a une dissymétrie importante, puisque nos marchés sont ouverts alors que les siens ne le sont pas. Ça perd les popettes. Ça n'est pas normal. Un libéral vous dirait, tout ça va se régler un jour ou l'autre et on finira par y retrouver nos petits. Je ne pense pas. On a perdu du temps là-dessus et il est maintenant nécessaire de corriger les choses. Est-ce que vous avez changé vous-même, Oui. François Langlais? Oui. Parfois, on vous présente un peu comme un repenti du libéralisme, entre guillemets. C'est juste ou pas? C'est vrai que j'ai changé. C'est vrai que, si vous voulez... En réalité, ce cycle libéral donc, que vous évoquez, qui est effectivement le thème de mon livre, il s'est développé sur plusieurs décennies. Et sur plusieurs décennies, l'ouverture des frontières a provoqué des déplacements de richesses considérables, que je ne voyais pas, par exemple, dans les années 90, qui n'avaient d'ailleurs pas la même ampleur, pas la même emprise, qui n'avaient pas causé les mêmes désagréments dans la société, les mêmes inégalités. Donc, au fur et à mesure qu'on a vu ce cycle se développer, mûrir, se transformer, se caricaturer, être aussi récupéré par un certain nombre de rentiers du libéralisme, je m'en suis distancié, c'est vrai. François Langlais, c'est quoi votre regard sur ce que dit Dennis McShane? Il dit deux choses. Il dit, un, il y a une panique des marchés, vrai ou pas, selon vous? Et deux, est-ce que vous pensez que les Anglais devraient revoter? Non, je ne pense pas que les Anglais devraient voter. La démocratie, c'est ça. On peut regretter pour des tas de raisons, considérer que le quorum est un peu juste. Politiquement, c'est peut-être vrai, mais juridiquement, c'est faux. Je voyais cette semaine un membre éminent de l'administration Obama qui me faisait exactement le même discours pour la victoire de Trump. Il me disait, mais en fait, Hillary Clinton a eu plus de voix. Oui, les amis, le Brexit est passé, Trump est passé. C'est la réalité. Oui, François, l'année prochaine, les Américains peuvent voter.
Non, mais ce que Oui, je veux dire, et vous c'est que, vous dites que nous n'avons pas le justement, droit à voter. Ça, vous êtes vraiment démocrate. Non, je pense qu'il y a qu'un pays où, justement, quand un peuple a voté quelque chose, on fait le contraire, c'est la France. Où nous, en 2005, on vote contre la Constitution et finalement, on l'adopte. Je ne suis pas sûr que ce soit un modèle à proposer aux Britanniques. Sur le moyen terme, pardon, j'ai du mal à penser que ce Brexit va être défavorable au Royaume-Uni. C'est un pays avec des ressources extraordinaires. Qui a traversé évidemment les siècles, qui a une conscience de lui-même tout à fait particulière. Et il y a une phrase de Bourlange que j'aime bien, qui me semble bien résumer les choses. Je ne crois pas du tout à la panique du marché. C'est finalement, avant le Brexit, le Royaume-Uni avait un pied en Europe et un pied dehors. Après le Brexit, ça sera l'inverse. C'est-à-dire que C'est de l'humour anglais, Denis McShane. on peut imaginer quand même qu'au-delà de cette période de turbulence, là on est un peu dans le plus noir de la confusion, on trouvera probablement un régime d'association qui respecte cette volonté politique de distanciation. François Langlais, vous écrivez dans votre livre que les Britanniques sont avec les Américains les précurseurs de ce que vous appelez la révolution des frontières. C'est tout le sujet ce soir. Est-ce que ça veut dire que vous attendez à des départs à la chaîne de l'Union européenne derrière ? Pas forcément, parce que chaque pays invente les modalités justement de la restauration de son espace national. Ce qui est intéressant derrière ce Brexit, même s'il est critiquable sur certains points, mais encore une fois, sur le moyen terme, je n'arrive pas à être vraiment inquiet. Mais l'essence même, c'est reprendre le contrôle. C'est ça, en fait, que veulent les citoyens. Mais pas seulement au Royaume-Uni. C'était la motivation du vote Trump. C'est probablement largement illusoire. Et Trump est un vendeur justement de promesses qu'il ne pourra pas tenir, au moins pas toutes. En matière de commerce international, j'observe qu'il fait quand même des choses qu'Obama n'avait pas faites et qui me semblent très intéressantes. Mais notamment vis-à-vis de la Chine, dans leur confrontation avec la Chine. Mais c'est cette essence-là qui me semble précurseur. Et à mon sens, on va la voir se manifester probablement sous d'autres formes ailleurs. Reprendre le contrôle, ça veut dire que, très concrètement, l'Union européenne a échoué ? Vous le diriez comme ça ? Non, je ne le dirais pas. À protéger les citoyens européens ? Ça me ferait mal d'utiliser ce mot-là, parce que je pense que c'est une belle idée. Je suis probablement moi-même de cette génération pour qui c'était important justement de dépasser les frontières. Mais j'observe qu'on a perdu un temps considérable sur des questions essentielles. Celle des travailleurs détachés, bien sûr, mais pas seulement. Celle justement de la gestion des frontières extérieures, à la fois au plan commercial, au plan migratoire. On n'a pas fait grand-chose. Donc on a laissé se détériorer le sentiment de sécurité des citoyens, et du coup, forcément, mécaniquement, ça réapparaît autre part en matière politique. C'est comme la clé de Barbe Bleue, si vous voulez. Donc, en clair, on est les derniers grands naïfs du libéralisme mondial. Oui, j'observe que ça change un peu, mais ces derniers mois, je ne suis pas sûr que ça soit suffisamment manifeste pour éviter justement une montée des populistes pour les élections européennes. Ce chiffre de 350 millions de livres par semaine, martelé vraiment par les pro-Brexit comme Boris Johnson, on vient de le voir, eh bien ce chiffre était faux, le montant clairement exagéré. Au lendemain du vote, Nigel Farage, dont on a vu des images tout à l'heure, l'un des leaders du parti populiste, il reconnaîtra lui-même qu'avoir martelé sans cesse ce chiffre était une erreur. Et donc, à cause notamment de ce mensonge, vous le savez, des centaines de milliers de Britanniques, vous en faites partie, demandent un nouveau vote. Ils disent qu'ils ont été trompés. François Langlais, à l'instant, vous disiez être contre un nouveau vote. Il faut reconnaître, vous parliez aussi de reprendre le contrôle, qui était l'un des slogans très importants des pro-Brexit. Est-ce que c'est pas quand même un problème pour une saine démocratie d'avoir fait une telle campagne sur des faux chiffres? Je pense absolument pas, pardonnez-moi. Est-ce que le vote donc n'était pas biaisé? Mais pardonnez-moi, les fake news, c'est la plus vieille histoire du monde. Enfin, que des politiciens qui avancent des chiffres bidons, mais on voit ça depuis que Mais là, elles sont très industrielles, vous l'avez vu, pour qu'il y ait un chiffre oui, comme ça. mais si vous voulez, le camp camp d'en face avait tous les moyens pour démonter. D'où vient ce chiffre? C'est des gens qui ont pris la contribution brute du Royaume-Uni, 15 milliards, et qui ont divisé par le nombre de semaines. C'est évidemment absurde, parce que le Royaume-Uni reçoit énormément de mais marchés beaucoup, communs, bien sûr, avec l'économie et des aides pour les écoles, par exemple. Bien sûr. Donc, si vous voulez, c'était à la portée d'un élève de 6e, quand même, de démonter ça. Si le camp du Remain ne l'a pas fait, ça m'étonnerait. Donc, c'est la controverse. La controverse, elle s'applique parfois à des choses dramatiques, stupides, mensongères, exagérées. C'est la vie. Et c'est toujours comme ça. La seule chose qui a changé dans l'époque moderne, mais pardonnez-moi, ça vaut à la fois pour la vérité comme pour les fake news, c'est qu'on a des vecteurs de diffusion de l'information beaucoup plus importants.